On rappelle que l'Ukraine a, peut certainement, puisqu'on en parle, veut contrecarrer les plans de Moscou jusqu'en Afrique. Et de ce fait, l'Ukraine a donc indirectement confirmé sa coopération avec les terroristes d'Al-Qaïda au Mali. Et comme on a pu lire et comprendre ce communiqué, on rappelle, peut-être avec le concours de la réalisation, cette photo juste après cette combat, les groupes terroristes, du moins les rebelles, effectivement, qui sévissent du côté du Mali, ont brandi le drapeau ukrainien, comme vous pouvez le voir à l'instant à l'antenne. Eh bien, le porte-parole de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a déclaré que son pays coopérait avec les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. On rappelle que ce sont des séparatistes qui combattent justement les troupes gouvernementales dans le nord du Mali. J'ouvre sur cette question avec vous, Linda Labaroui, l'implication, même si pour la seconde vague, la seconde partie, on reviendra sur effectivement les pertes et qui finance et le contrôle de Kidal, mais déjà l'implication de l'Ukraine dans cette guerre qui sévit dans le nord du Mali, l'Ukraine qui confirme donc comme ça son soutien aux forces terroristes. Quel est votre commentaire là-dessus? Écoutez, l'implication de l'Ukraine avait été annoncée l'année dernière, en 2023, l'été 2023, donc ça fait déjà un an. Ils se sont pas cachés et ils l'ont bien annoncé. Ils ont commencé d'ailleurs par le Caucase. Le groupe qui avait attaqué justement Moscou, et ben, il y avait les services secrets ukrainiens derrière et les services secrets israéliens. Pourquoi israéliens? C'est parce que les services secrets israéliens, c'est eux qui ont donné les liens et ils ont aidé les Ukrainiens à communiquer, puisque Israël est très très présente dans la région. Après ça, nous avons retrouvé aussi les Ukrainiens dans le Golan. Et ils attaquent les intérêts russes qu'il y a en Syrie. Et ils s'empêchent pas de bombarder, je dirais, un certain nombre de fois par mois. Et ils sont arrivés même au Soudan, puisqu'il y a la base militaire que Omar el-Bashir avait accordée. Il avait accordé aux Russes avant son départ. Donc, ils se sont impliqués dans cette guerre au Soudan, auprès des forces de Al-Burhan. Et puis, malheureusement, ils sont arrivés jusqu'à dans le Sahel. C'est ça qui a fait que Alger avait prévenu les forces maliennes qu'il y avait danger, et cette guerre qui se déroule en Europe risquait d'atteindre l'Afrique. Nous étions déjà atteints par cette guerre qu'il y a au Soudan et l'implication des Ukrainiens au Soudan et de Wagner. Donc il y a deux groupes qui s'affrontent déjà sur un territoire, et la crainte des autorités algériennes justement, et il faut pas oublier qu'il y a le CEMOC, donc le Mali a eu tous les renseignements qu'il fallait, mais je crois qu'il a pris ça à la légère. Mais si on parle de l'Ukraine aujourd'hui, eh ben, on peut parler des forces otaniennes. Ce n'est qu'une guerre par proxy. Et puis, j'espère que ça va se calmer au Mali, parce que c'est tout le Sahel qui risque de dégénérer. Une guerre par proxy, effectivement, c'est ce qu'on développe sur ces plateaux depuis un moment. L'Ukraine qui veut qui combat la Russie même sur le territoire africain. Monsieur Atangana, on rappelle toujours que le responsable ukrainien a déclaré que les rebelles ont reçu les informations nécessaires et pas seulement celles qui ont permis de mener une opération militaire réussie. Il le dit, nous ne parlerons pas des détails pour l'instant, mais ils apparaîtront plus tard. Des informations, monsieur Atangana, qui semblent effectivement avoir beaucoup aidé d'ailleurs les rebelles, parce qu'on rappelle, si on s'en tient surtout au communiqué des FAMA, il y a eu des morts du côté des forces maliennes. Alors l'Ukraine aujourd'hui qui est de plus en plus
violente, on va le dire comme ça, peut-être sur le terrain. On a l'habitude, lorsqu'on part de l'Ukraine, de voir d'autres États, les États-Unis, du moins ses alliés occidentaux, mais on voit l'Ukraine qui s'affiche de plus en plus et s'affirme de plus en plus sur le continent africain pour combattre la Russie, et aujourd'hui soutient, même si, comme Madame Labarui l'a dit, c'est depuis plus d'un an au moins déjà qu'on a cette information. Oui, déjà, l'Ukraine va chercher les hommes où, alors qu'elle est déjà incapable d'assurer l'intégrité de son propre territoire. L'Ukraine va chercher des hommes où pour les envoyer en Afrique. Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Deuxième question, sur ce plateau-ci, je vous avais expliqué que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Et je vous avais expliqué sur ce plateau-ci que les guerres en Afrique seront pour savoir qui parvient à obtenir l'Afrique pour enclencher la bataille définitive. C'est-à-dire qu'en fait, les Otaniens se disent qu'ils doivent d'abord avoir l'Afrique pour lancer la bataille définitive. Les Russes savent que ce serait une force énorme céder aux Otaniens s'ils laissent l'Afrique aux Otaniens avec tout ce que ça comporte comme avantage, matière première et tout. Donc la démarche, c'est sur ce plateau que je l'avais expliqué, la démarche russe, c'est une démarche en Afrique, une démarche géostratégique. Je ne vais pas laisser mon adversaire prendre des positions de force. C'est pour ça qu'il y a une activité russe en Afrique de plus en plus élevée. Parce que si Poutine laisse que l'OTAN s'implante en Afrique, c'est la Russie qui va disparaître. Je fais simple, hein, je fais vraiment caricature. Ça veut dire que dès que donc, l'Ukraine, c'est, comme Mme Labarou a dit, c'est le proxy pour le déclenchement de cette guerre. Quand vous regardez des chefs militaires de l'OTAN qui disent « Nous, on va continuer à soutenir l'Ukraine », vous n'imaginez pas que c'est pour soutenir l'Ukraine. Leur première stratégie a été la guerre commence, Ukraine-Russie, la Russie s'affaiblit. Quand la Russie sort affaiblie de cette guerre, nous attaquons. Mais ça, Poutine l'a compris. Et cette première stratégie a lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Poutine sort de cette première stratégie renforcée. Deuxième stratégie maintenant, comme je vous l'avais dit, avant qu'il ne lance l'offensive, que le temps arrive, il y a je crois 2-3 ans, ils avaient demandé aux pays africains de condamner la Russie. Vous vous souvenez? Et je vous avais dit, mais quel intérêt vous voulez que c'est quoi la condamnation de l'Afrique? Quand ces pays ont envie d'attaquer, ils demandent par le point de vue des Africains. Mais pourquoi là, subitement, ils demandent le point de vue des Africains? C'est parce qu'ils se préparent à une guerre de haute intensité où ils ne veulent pas envoyer leurs fils, mais les Africains, mourir. Et ils diront, puisque vous avez condamné la Russie, donnez-nous l'effort de guerre. Dans cet effort de guerre, les pays africains ne vont pas donner la technologie, ni les armes, on va donc demander les hommes. On va servir de chair à canon comme ça a été pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est cette bataille qui se joue en Ukraine et en Afrique. L'Ukraine n'est que de la fumée. En réalité, c'est l'OTAN. Quand on dit l'Ukraine a donné le renseignement aux terroristes, vous me faites rire là. Ils vont prendre le renseignement où? Les équipements de renseignement leur viennent de l'OTAN. Ils sont en peine en train de s'implémenter en Afrique. Vous vous souvenez, nous avons fait une émission dessus. On parlait des ambassades ukrainiennes qui s'implémentent en Afrique comme par miracle. Ça essaie de pousser comme des champignons. Et je vous avais dit que c'est des ambassades de recrutement. C'est des ambassades pour pouvoir y faire passer des terroristes. Voilà, c'est ça qu'il se passe là. Donc ça n'est pas surprenant. Et l'Ukraine joue son jeu parce que vous n'imaginez pas un pays de l'OTAN en train de dire « Nous avons envoyé des hommes au Mali ». Donc on envoie quelques petits hommes, mais ces gens-là, on sait de qui ils tiennent vraiment le renseignement. Donc c'est de ça qu'il se passe là. Et les Africains doivent en être conscients.
ceux qui prennent les armes pour aller lutter en Ukraine et tout ça. Mais non, vous n'avez aucun intérêt à ça. L'intérêt, quand vous êtes africain, c'est de défendre les positions africaines. Et les positions africaines, aujourd'hui, sont défendues par les forces armées du Mali. Donc, quand vous êtes africain et que vous n'êtes pas dans cette lutte-là, vous n'avez rien compris. Ou alors vous êtes un manipulé, ou alors vous êtes un affamé. Parce qu'évidemment, on peut proposer à quelqu'un qui a faim, on va lui dire, écoutez, n'allez pas traverser le désert à pied pour aller en Europe à la nage, mais venez plutôt vous battre en Ukraine. Et vous vous souvenez que la proposition a été faite aux Africains. On leur a dit, venez vous battre. Et vous aurez le droit de séjour en Europe. Ça a été fait. Ah, mais si vous allez vous battre en Ukraine, vous avez 9 chances sur 10 de mourir. Vous serez la chair à canon. À quoi vous servirait un titre de séjour si vous êtes dans le cimetière? D'autres le font aussi pour que l'argent qu'on leur donne revienne à leur famille. C'est-à-dire, oui, moi je vais me sacrifier, je donne l'argent à ma famille. Oui, mais attendez, les Africains, nous, on tourne à l'envers. Hein? Vous avez entendu que les jeunes se sacrifient pour leurs parents. C'est les parents qui ont à terme se sacrifier pour les jeunes, qui sont la relève. Nous, on fait à l'envers. On fait à l'envers. En revanche, nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis de nos parents. Mais on ne se sacrifie pas pour les parents, c'est les parents qui se sacrifient pour les enfants. Je sors par là. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Atangana. On revient sur le plateau. Docteur Sango, on a vu, Monsieur Atangana le rappelait d'ailleurs, depuis quelques mois déjà, l'installation des ambassades ukrainiennes dans certains pays africains. De plus en plus, l'Ukraine, on parle d'offensive en Afrique. Cette fois-ci, pour parler de cette guerre que l'on vit du côté du Nord Mali, l'Ukraine apparaît comme un acteur assez important quand même aux côtés des rebelles terroristes, du moins des terroristes, une guerre de proxy, effectivement, on a l'habitude de le dire sur ce plateau, mais quel est, selon vous, l'intérêt pour l'Ukraine de combattre aux côtés de ces terroristes, sachant effectivement que la Russie soutient le Mali, donc cette guerre, l'Ukraine combat quoi? Les FAMA, ou l'Ukraine combat les Russes? Je pense que la bataille de Kidal au nord du Mali est une bataille qui est loin d'être achevée aujourd'hui, parce que nous voyons que cette bataille-là est en train de regorger des enjeux qui vont même au-delà du simple Mali aujourd'hui. La position de l'Ukraine, ou alors l'irruption de l'Ukraine dans cette guerre-là n'est pas neutre, et cela ne devrait pas surprendre, parce que c'est purement géostratégique, parce que nous voyons que les conflits aujourd'hui dans le monde entier sont des conflits qui sont, n'est-ce pas ici, interconnectés. C'est des conflits qui opposent deux blocs. Nous sommes là en quelque sorte en train de vivre le schéma de la bipolarisation du monde lors de la guerre froide, où on avait deux pôles qui s'entrechoquaient. Donc ce choc de civilisation là dont on parlait au niveau de votre sujet d'accueil est le même phénomène qui se manifeste aujourd'hui dans les différents conflits. L'Ukraine supporte les terroristes au nord du Mali justement parce que l'Ukraine est consciente que le top management du Mali actuel est un gouvernement qui travaille en phase avec un partenaire efficace qui n'est rien d'autre que la Russie. Or, la Russie est son ennemi dans cette crise russo-ukrainienne qui se passe au niveau de l'Europe. Donc, il faut intervenir partout où son adversaire est présent pour essayer de le fragiliser, pour essayer, n'est-ce pas, de lutter contre ceux avec qui son adversaire est en train de lutter, dans l'optique de prendre la puissance et de prendre, n'est-ce pas, ici, la position au niveau international. Parce qu'en réalité, le pouvoir aujourd'hui n'est pas seulement au niveau national. Le pouvoir s'acquiert aujourd'hui à partir des périphéries, d'où cette interconnexion des crises à travers le monde. Moi, je pense que l'Afrique doit aujourd'hui prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que lorsque l'opération spéciale militaire russe a commencé en Europe contre la Russie, contre l'Ukraine, on a vu le comportement de l'Ukraine qui avait demandé à Mondovision aux Nations Unies, aux pays africains, de condamner
fondamentalement ce que la Russie était en train de faire. Oui. Mais malheureusement ou heureusement, les pays africains avaient majoritairement adopté un comportement atypique de neutralité qui disait que ça c'est votre problème, nous ne sommes pas concernés, et cherchez à vous entendre, on ne peut pas combattre aux côtés de l'un contre l'autre. Ça c'était le comportement des pays africains. Mais aujourd'hui, avec l'action de l'Ukraine au nord du Mali, aux côtés de ces terroristes-là, les choses sont claires aujourd'hui. L'Afrique doit prendre position. Oui. L'Afrique doit aujourd'hui prendre position dans cette opération spéciale russe en Europe parce que l'Ukraine vient de démontrer à travers cette action-là que l'Afrique reste son ennemi. L'Afrique doit comprendre aujourd'hui que l'Ukraine est l'ennemi de l'Afrique et travailler fondamentalement au niveau des rapports de force pour réagir comme tel. La résistance de Kidal, on avait analysé ici dernièrement que la position que le gouvernement de Goïta avait adoptée face à cette problématique-là était une position salvatrice, c'est-à-dire une position qui consistait à imposer le monopole de la violence physique légitime au nord du Mali. Oui. Cela est déjà en train de porter des fruits, mais ça rencontre des résistances parce que ces terroristes ne combattent pas par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ces terroristes sont accompagnés. Ces terroristes-là sont, n'est-ce pas, ici entretenus par des puissances occidentales. Et aujourd'hui, on vient de voir cette face cachée de l'iceberg qui est l'Ukraine. Et derrière l'Ukraine, il faut savoir qu'il y a toute une mégalopole qui se cache derrière l'Ukraine, qui n'est rien d'autre que l'OTAN. Parce que derrière cette guerre russo-ukrainienne aujourd'hui, opération spéciale russo-ukrainienne, la Russie combat avec l'OTAN. Oui. L'Ukraine n'est qu'une face cachée. Et cela démontre à suffisance aujourd'hui les propos qu'un général européen, français avait tenu dernièrement en disant que la France ou l'Europe va s'organiser pour revenir en Afrique et que l'Afrique devrait se préparer à une guerre très très complexe et durable. Vous voyez que nous sommes déjà en train de nous organiser, de nous orienter vers cette guerre totale où l'Ukraine, qui est, n'est-ce pas ici, le prototype de l'OTAN, est déjà présente en Afrique et a déjà déclaré officiellement la guerre en Afrique. Ne soyez pas surpris que demain, que l'OTAN décide de déployer ses bases militaires ou alors son déploiement technico-militaire du côté du nord du Mali, ou du moins dans un des pays voisins mitoyens au Mali, dans l'optique d'entrer officiellement dans cette guerre-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre que, et cela se passe, avant de continuer, cela se passe au moment où les présidents africains ont été invités aux Jeux Olympiques. Au moment où on les invite, on frappe au nord du Mali. C'est-à-dire les choses sont aujourd'hui liées, les choses ne sont plus faites de manière hasardeuse. L'Afrique doit prendre conscience de cette situation et comprendre que il est urgent aujourd'hui de s'organiser autour de la cause du Liptako-Goma. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Mali, il s'agit de cette confédération-là qui est aujourd'hui contre tout l'arsenal otanien à travers le monde. Et lorsqu'on voit aujourd'hui comment les choses s'opèrent, j'ai bien peur que les choses soient à la défaveur de cette organisation-là, parce que les autres pays africains semblent se comporter comme si c'était quelque chose qui ne les concernait pas. Les autres sont en train de s'organiser, mais l'Afrique a décidé d'orienter son regard ailleurs. Pourquoi l'Union africaine, par exemple, ne sort pas pour dénoncer cette façon de faire? Pourquoi est-ce que la CEDEAO est déjà moribonde, elle est déjà morte? On ne voit pas la solidarité africaine. On ne voit pas comment les États africains, n'est-ce pas ici, portent la cause malienne. Parce qu'au nord du Mali, c'est des morts qui tombent, c'est des vies qui tombent, c'est des Africains qui tombent.
Et dans cette guerre même-là, ce n'est pas les Européens qui viennent combattre directement. C'est les Africains qui combattent d'autres Africains à travers les moyens, n'est-ce pas, mis par par les Occidentaux. Donc, pour sortir, moi, je pense que nous sommes en train de nous orienter là vers ce que Atangana appelle la troisième guerre mondiale. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. La troisième guerre mondiale est déjà en train de se peaufiner parce que nous voyons que le monde a totalement sombré dans la violence. Il n'est pas un coin aujourd'hui dans le monde où on ne voit pas la violence. Toute cette crise, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout aujourd'hui, le monde est totalement dans la violence. Cette façon de faire n'est pas neutre, c'est un indicateur qui montre que le monde est en train de s'orienter vers une troisième guerre mondiale. Oui. Et cette troisième guerre mondiale se fera fondamentalement par les Africains et ces puissances occidentales qui sont toujours à l'origine de ces guerres mondiales. Il faut vous rappeler que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, les causes partent toujours de l'Europe. C'est les Européens qui en sont toujours des responsables. Ouais. Donc, moi, je pense que l'Afrique doit s'organiser et prendre sa responsabilité entre ses mains. Et cette responsabilité-là consiste à travailler dans la configuration des regroupements et des régionalismes très renforcés, parce qu'il n'y a que ça qui va sauver l'Afrique de cette organisation belliqueuse occidentale qui est en train de se peaufiner au nord du Mali. Le nord du Mali, l'enjeu du nord du Mali va au-delà du Mali. C'est un enjeu mondial qui regorge, n'est-ce pas, des ambitions géopolitiques des puissances occidentales dans leur quête de positionnement et d'imposition au niveau international. Un enjeu mondial, ce qui se passe au nord du Mali, avant d'aller au Stonda, parce qu'on rappelle effectivement que nous allons aller prendre aussi l'avis de nos téléspectateurs. D'ailleurs, on a déjà Monsieur Marc qui est en attente. Mais avant, Linda Labaroui, peut-être revenir avec vous sur le rôle, si la réalisation peut afficher peut-être la carte, précisément celle de Kidal, où on voit au niveau des frontières, comme on peut le voir, il y a le Niger, mais il y a surtout l'Algérie. Le rôle de l'Algérie, effectivement, qui est questionné. Beaucoup s'attendent ou s'attendaient, effectivement, Linda Labaroui, à ce que l'Algérie joue ce rôle, effectivement, de puissance militaire. Mais on sait aussi qu'il y a quelques jours, du moins le week-end également, alors que les Hamas combattaient de leur côté, l'Algérie aussi a perdu 13 militaires lors d'affrontements avec les indépendantistes. Alors, est-ce que ces combats, Linda Labaroui, sont liés? Que fait l'Algérie aujourd'hui pour sécuriser aussi, pour prêter main forte à un pays tel que le Mali, ou alors pour jouer son rôle effectivement de puissance dans cette région? J'avais dit tout à l'heure que l'Algérie avait donné tout le dossier au FAMA, à Monsieur Goïta. Monsieur Goïta a opté pour la lutte armée. Donc, s'il a décidé d'aller au charbon avec des armes et il a renoncé aux accords d'Alger, il aurait pu attendre un peu que ça se calme de l'autre côté de l'Europe. Eh ben, il a décidé d'aller vers une lutte armée. Quand on a décidé de prendre les armes, alors que votre ami, votre allié, votre voisin vous dit c'est très dangereux. L'année dernière, il y a eu le rapprochement Maroc, Émirats arabes et Mali, et c'est le Mali qui a tourné le dos à l'Algérie puisque on voulait aller vers le Maroc pour avoir une sortie vers l'Atlantique. C'est ça qui a tout déclenché en fait. Et puis le rôle des Émirats arabes. Je tiens à signaler que tout ce que je dis là, je vous ai envoyé les liens. Les Émirats arabes, eh ben, ils ont signé avec le Mali pour exploiter les mines d'or, mais illégalement.
C'est-à-dire qu'au niveau de l'ONU, on n'est pas au courant de ça, ça se fait en douce, sachant que les Émirats arabes, c'est un paradis fiscal. Donc il y a un enjeu déjà. Le deuxième enjeu, les Marocains voulaient légitimer leur présence au Sahara occidental, qui est un territoire occupé. Donc on a utilisé 4 pays qui sont le Niger, le Burkina, il y a le Tchad et puis le Mali. L'Algérie n'était pas contre ce rapprochement. Elle était contre ce qui a été proposé. Et le Mali a refusé. Monsieur Diop a fait une conférence de presse carrément pour dire c'est une ingérence. Il a eu la réponse de la part de Monsieur Tebboune qui a dit nous connaissons la guerre et nous savons ce que ça coûte. Ça s'est réglé comme ça. L'Algérie a vécu 3 guerres. La guerre d'indépendance, la guerre des sables d'ailleurs. Quand Monsieur Modibo Keïta, paix à son âme, un grand homme, avait proposé aux Algériens d'aller vers des négociations avec le Maroc, les Algériens ont accepté cette proposition et les signatures se sont faites à Bamako. Et on a eu aussi la guerre, la décennie noire, qui était une forme de guerre civile qui ne dit pas son nom, avec les islamistes qui avaient en Algérie et puis le reste de l'Algérie qui refusait justement un État islamique sur un territoire qui appartenait à tout le monde. Donc la guerre, nous connaissons le prix. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est le Mali qui a pris sa distance, puisque l'Algérie est contre la guerre, mais elle ne peut pas imposer quoi que ce soit au Mali. Ça a été dit aussi au mois de janvier lors d'une conférence de presse du Premier ministre algérien. La question lui a été posée. Il a dit le Mali est un pays souverain, il peut prendre les décisions qu'il faut. La question a été posée aussi par rapport au groupe terroriste. Il avait le rapport des Nations Unies à sa main. Il dit je viens de recevoir le rapport. On ne parle plus de groupes terroristes dans le Sahel. Les rapports de l'ONU parlent d'armées terroristes. Et je signale que les Azawad ne sont pas reconnus comme un groupe terroriste. C'est pas Al-Qaïda, c'est pas non plus Daesh. Donc, avec tout ce micmac, l'Algérie a essayé de se rapprocher, mais le Mali est resté sur sa position, régler l'histoire avec les Azawad une fois pour toutes avec les armes. Mais ce qui est dommage, c'est que au Soudan, ce n'est pas une guerre civile. Au Soudan, ce sont 2 clans qui se massacrent. Le peuple soudanais subit et d'un côté et d'un autre, mais au Mali, les Azawad, c'est des Maliens, donc au Mali, on risque d'avoir une guerre civile. C'est ça qui est très grave. Et moi, je pense que nous sommes vraiment au début de ce conflit, parce que dès qu'il y a du sang qui coule, ça y est, il y a une haine qui s'installe. Si tout le monde, je dis bien tout le monde, on ne se remet pas à table et ne négocie pas, eh ben nous avons les Azawad, il leur manquait juste une chose, un soutien logistique, eh ben ils l'ont aujourd'hui. Et l'histoire des Azawad a démarré en 63, mais elle s'est aggravée en 2010. 2010, c'est une année très importante. C'est 2010 où les États-Unis ont décidé d'instaurer, soi-disant, leur démocratie, pour piller les territoires où il y avait du pétrole et du gaz, et le Mali engorge justement de tout ça. C'est en 2010, il y a l'État des Azawad qui a été créé, et puis les Azawad ont été lourdement armés déjà à l'époque, et ils ont pris les armes contre l'État malien. Ce qui a atténué la chose, c'était les accords d'Alger de 2015. Et ça a calmé le jeu. Et puis moi, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas le Mali, je dis comme mon Premier ministre, le Mali est souverain.
et le Mali fait ce qu'il veut sur son territoire. Mais l'Algérie, Tinzaouatine, c'est une ville qui s'étend de l'Algérie jusqu'au Mali. C'est en vérité, c'est la même ville et elle est coupée en deux. Et nous savons que c'est l'occupant, le colon qui a dessiné les frontières. Donc il y a des gens armés qui voulaient rentrer côté algérien, et puis comme il y a un poste avancé de l'armée algérienne, elle s'est opposée à ça. On déplore 13 morts, nous aussi, mais ce qui est malheureux, c'est que le Sahel risque d'en pâtir, et puis j'espère qu'on va retrouver la voie de la raison dans tout ça. Je dis je parle de tous ceux qui se bagarrent. Qu'est-ce qui peut se passer? Les Azawad vont s'appliquer. Aussi, d'autant plus que les Ukrainiens, ils aident aussi bien les Azawad que Al-Qaïda Akmi. Donc, nous sommes sur un terrain glissant et personne pourrait, je réponds à mon confrère là, les Africains ne peuvent pas s'imposer, ils ne peuvent pas imposer, parce qu'à chaque fois que un pays a essayé de relever la tête, au bout d'un certain moment, les Occidentaux, ils ont fermé Russia Today, ils ont fermé Sputnik, on n'a plus d'informations sauf par intermédiaire en Europe, mais les Azawad, on les voit nulle part, tout le monde leur ferme la porte. C'est vrai que aucun pays n'aime les séparatistes, mais j'aimerais bien les entendre moi pour connaître leur version. C'est bien aussi d'écouter la deuxième version. Merci. Merci à vous, Madame Labarui.